Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le vlog. Aujourd'hui je vais vous parler, suite à plusieurs questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, de l'école à la maison suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Voilà. On me dit souvent, ça va, ça ne va pas te changer trop vu que tu fais déjà l'école à la maison avec tes enfants. C'est vrai que du coup, pour ce qui est de l'organisation de l'école, ça va pas trop nous changer. Mais par contre, ce qui nous change énormément du coup, c'est qu'on reste confiné à la maison et on n'a pas l'habitude. On fait énormément d'activités extrascolaires et on fait aussi beaucoup de rencontres et de sorties. Et ça, c'est ce qui nous change le plus. Donc en fait, ce qui est difficile aussi pour nous là, c'est du coup de devoir s'occuper que à la maison. Alors voilà, c'est une des difficultés qu'on a. Maintenant, là du coup, on va essayer, je vais essayer de vous parler de l'organisation qu'on a pour faire les cours, sachant que ça ne sera pas exactement la même pour vous. Normalement, les maîtresses en général envoient des fichiers, si je ne me trompe pas, des fichiers PDF, Word, etc. Il y en a peut-être même qui font des visios. Je ne sais pas trop comment elles s'organisent pour celles qui font les visios, celles ou ceux qui font les visios. Voilà, donc moi je vais vous dire ce que nous on fait à la maison et les petits conseils qu'on a pour vous. La première chose que je voudrais vous dire, c'est de ne pas céder à la panique et de vous faire confiance. Vous connaissez vos enfants, vous les avez accompagnés jusque-là et vous n'êtes peut-être pas instituteur ou professeur, mais vous les connaissez beaucoup mieux qu'eux et vous savez comment ils fonctionnent. Ensuite, les enfants apprennent énormément dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à compter, ils vont apprendre à mesurer, ils vont apprendre tout ça dans la vie de tous les jours, en cuisinant, en jouant à des jeux de société, en parlant avec vous. Tout ça, ils le font, ils apprennent, ils intègrent des choses. Ils intègrent des choses que vous ne voyez pas forcément. Ils intègrent de la lecture, ils intègrent des mathématiques, du français, des conjugaisons de l'orthographe. Rien qu'en leur parlant déjà, vous avez été capable de leur apprendre à parler, donc il n'y a aucune raison que ça change. Vous êtes capable d'apprendre n'importe quoi à vos enfants. N'hésitez pas à prendre le temps de jouer avec eux, de lire, de rêver, de vous amuser. Profitez de ce confinement pour vous retrouver en famille. Ça ne change pas grand-chose des choses que vous faites le week-end et vous avez juste, si je peux dire, le formel du coup à faire à côté et vous allez voir que c'est relativement simple. Euh, Même si ça peut paraître vraiment au début, quand on commence, ça peut vraiment paraître difficile. C'est juste une question d'organisation et de lâcher prise. Sachez aussi qu'un enfant qui s'ennuie, c'est pas grave. Un enfant qui s'ennuie, il développe son cerveau. C'est hyper bénéfique de s'ennuyer. Faut pas chercher spécialement à occuper les enfants H24 sur une journée. Les laisser s'ennuyer, c'est aussi développer leur créativité et leur imagination. Et c'est hyper important. Et c'est super chouette qu'ils puissent le faire. Donc surtout, ne cherchez pas à les occuper par X ou X activités toute la journée. C'est pas un souci. Pour eux de s'ennuyer. Alors oui, bien sûr, ils vont venir vous dire je m'ennuie. Essayez de les orienter
en disant qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu aimerais imaginer, etc. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous donner des petits jeux pour les occuper, plusieurs exemples de choses qu'on peut faire facilement sans matériel et sans trop de temps aussi. Voilà, parce que le problème de cette situation de ce confinement, du coup, c'est aussi que beaucoup de parents sont en télétravail et du coup ont besoin de temps pour pouvoir s'organiser et travailler à la maison. Concernant le coronavirus en lui-même, vous m'avez posé pas mal de questions sur ce que j'en pensais, etc. Je ne veux pas entrer dans des détails qui seraient complètement hors sujet, mais la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est de suivre les règles données par le gouvernement. Restez chez vous et protégez votre famille. Protégez aussi les gens extérieurs à vous, c'est-à-dire que oui, ok, vous avez peut-être rien de visible, mais en sortant, on met aussi des personnes sensibles en danger. Il n'y a pas que les vieilles personnes, il n'y a pas que les bébés, il n'y a pas que les gens qui ont des problèmes respiratoires, il y a aussi des gens qui ont la mucoviscidose, il y a des gens qui ont des maladies très graves et qui ont besoin d'être protégés. Et juste en restant chez vous, vous les protégez. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Restez chez vous, restez confinés. J'avoue que j'avais pris quand même la chose un peu à la légère avant le stade 3 de cette pandémie. Je pense que là, on a tout qui est mis en place pour pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. On a des témoignages qui nous viennent de l'Italie et qui sont assez positifs dans le sens où le confinement commence à faire ses preuves. Donc si chacun y met du sien et qu'on arrive à protéger les autres juste en restant chez nous, je veux dire, c'est pas non plus une corvée de rester chez soi, même si c'est pas facile parce que toutes nos habitudes et toute notre organisation a changé. Je veux dire, la dernière guerre qu'il y a eu, on disait aux gens de partir de chez eux, on disait aux gens d'aller sur le front. Là, aujourd'hui, on nous dit juste de rester enfermés chez nous. On peut rester dans notre jardin, on peut rester sur notre terrasse, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où on ne met pas en danger les autres, où on ne se met pas en danger soi-même en ayant des contacts extérieurs. Et ça, c'est relativement facile quand même. Donc, c'est le seul conseil que j'aurais à vous donner, avec aussi le fait peut-être de ne pas hésiter à booster votre immunité avec des choses naturelles, manger pas mal de fruits et légumes et des choses assez saines et puis pourquoi pas après éventuellement booster avec des vitamines que vous pourriez trouver en magasin bio. Enfin, nous on utilise pas mal de la gamme Pédiakide pour booster notre immunité et de l'acérola, etc., etc. Buvez des tisanes et faites au mieux surtout, voilà. Je sais que c'est pas toujours facile de se retrouver chez soi enfermé avec ses enfants. J'ai, comme tout parent, des hauts et des bas dans l'éducation de mes enfants. Et il y a des moments où on n'en peut plus, on est à bout. Et on a beau avoir lu 15 000 livres sur l'éducation bienveillante et comment gérer les situations de crise, et il y a des fois on ne sait plus comment faire et on n'a pas spécialement d'accompagnement, surtout avec un confinement. Il y a un numéro gratuit qui est mis en place par Catherine Dumonteil-Crémer qui s'appelle SOS Parentalité, donc qui propose 15 minutes d'écoute par des gens qui sont formés à l'écoute. 15 minutes d'écoute où vous pouvez décharger et expliquer vos problèmes, expliquer que vous êtes à bout, si c'est difficile pour vous, que vous vous sentez dépassé par les événements, que vous avez peur de quoi que ce soit. Vous pouvez absolument tout leur dire, c'est de l'écoute bienveillante, de l'écoute active. Les gens sont formés pour ça. Alors n'hésitez pas à les appeler. Je vous mettrai le numéro de ce service qui est complètement gratuit en lien en dessous de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à appeler. On n'appelle jamais pour rien. Si on sent qu'on est à bout, il vaut mieux appeler quelqu'un. Et là, en l'occurrence, on peut difficilement demander de l'aide vu qu'on est en confinement. Alors surtout, n'hésitez pas à les appeler et profitez de ce service qui est vraiment merveilleux. Du coup, notre organisation, c'est relativement
simple à expliquer. Le matin, je ne réveille pas les enfants parce que pour moi, un enfant a besoin de sommeil. Là, en l'occurrence, profiter pour les laisser dormir. Comme si c'était les vacances. Je vois beaucoup de parents qui disent je veux pas qu'ils perdent le rythme. Alors quand ils sont en vacances, je pense pas que vous les réveillez à 6 heures pour aller pour garder le rythme de l'école. Le rythme, ils le reprennent facilement, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à les laisser se reposer. C'est aussi un des avantages de ce confinement, c'est qu'ils vont pouvoir souffler aussi un peu. C'est hyper important. Donc ensuite, ils se réveillent en général vers 7-8 heures à la maison. Ça arrive des fois que ça soit 9. Ensuite, on déjeune, on s'habille tous ensemble, on débarrasse la table. Je reviendrai là-dessus sur les tâches ménagères à la maison quand on est tous ensemble et toute la journée. Parce que fatalement, une maison se salit plus quand on y est toute la journée que quand on va au travail et qu'on est à l'extérieur. Donc en fait, le conseil que j'aurais, c'est de ritualiser vos journées, c'est-à-dire le fait d'avoir un rituel est rassurant pour les enfants. Donc n'hésitez pas à dire, voilà, quand on se réveille, le matin, on déjeune ensemble, on s'habille. Après avoir fait ça, on s'installe à table et on peut ensuite commencer tout ce qui est scolaire. Voilà, donc tout ce qui est formel. Donc c'est ce qu'on fait selon l'heure où on s'est levé. On commence donc l'IEF, donc là en l'occurrence l'instruction en famille et l'école à la maison suite à cette restriction. C'est pas vraiment la même chose parce que vous avez des supports et surtout vous n'aurez pas d'inspection par la suite. Par contre, il y a énormément de questionnements sur le fait que les enfants gardent le niveau et ne perdent pas de ce qu'ils vont apprendre. Donc, on se place à table en famille, donc tous les niveaux ensemble. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai CM1, CE2, grande section, et ensuite j'ai la petite qui ne fait pas encore de formel. Ce qu'on fait, c'est que donc je tiens un cahier, donc c'est un genre d'agenda, si je peux dire ça comme ça, où tous les lundis ou tous les dimanches, si je suis motivée, je prépare la semaine. Donc je note un genre d'objectif de choses qu'ils ont à faire. Donc je passe par étapes. Il y a le français, il y a les maths, il y a la lecture, il y a la géométrie. Et ensuite, je note ce qu'on fait en informel. Donc là, en l'occurrence, on ne fera pas beaucoup de choses extérieures en informel, puisqu'on ne peut pas sortir. Mais l'informel, ça peut être énormément de choses. Les enfants apprennent énormément en informel. Peser les croquettes du chien pour lui donner à manger, faire un gâteau, jouer à un jeu de société, lire les consignes. Tout ce qui est jeu, ça va les booster dans l'apprentissage. Tout ce qu'on apprend par le jeu, de toute façon, est beaucoup plus simple. Et les enfants sont beaucoup plus enthousiastes à cet apprentissage. Donc, le genre de cahier, c'est un cahier tout simple que j'utilise comme ça. Donc, vous, ils ont peut-être déjà des agendas, etc. Donc, ça, c'est celui de Louis. Donc ce que je fais, c'est que donc, comme je vous disais, le dimanche ou le lundi, j'écris les objectifs de la semaine sur ce qu'ils ont à faire en fait. Donc bon là c'était le début d'année. Vous voyez, je note français, ce qu'ils ont à faire en français. Donc je note la page du cahier qu'ils ont à faire. Donc là j'ai numéroté tous mes cahiers. Donc là c'est dans le cahier 7, ils doivent faire la page 5. Et ça parle des métiers de l'automobile, de la grammaire, de l'orthographe. Ensuite, je mets le cahier 6, on parle des articles, des conjugaisons, etc. Et donc, il sait ce qu'il a à faire en français, il a juste à lire. Dans tel cahier, telle page, je dois faire cet exercice-là. Ensuite, moi, je revois avec lui les consignes. Donc, Louis, c'est encore différent parce qu'il est atteint de dyslexie et de dysorthographie. Donc il ne peut pas travailler seul, c'est impossible. Hugo, lui, est beaucoup plus autonome sur son travail, n'ayant pas de difficulté d'apprentissage. Ensuite, il y a la lecture. Donc ils doivent lire un livre de leur niveau par semaine. En plus des lectures qu'ils font dans les autres cahiers, mathématiques, français, géométrie, etc. Ils lisent les consignes, ils lisent
le vocabulaire de chaque chose. Ensuite, il y a les mathématiques et après donc au début je faisais une page formelle, une page informelle. Ensuite j'ai tout regroupé sur la même page parce que je trouvais que c'était un peu inutile. Voilà, ensuite quand ils ont fini, ils surlignent ce qu'ils ont fait et on sait où on en est. En fonction de leur avancement dans le programme, je rajoute ou non des exercices. J'ai toujours un peu peur de trop les surcharger, donc souvent j'en rajoute un petit peu. Et donc voilà. Ça nous met à peu près 1 à 2 heures par jour de formel. Alors il faut savoir que vous allez me dire oui, mais à l'école ils font 6 heures minimum. À l'école ils font 6 heures, mais ils sont 20 à 30 élèves par classe avec une seule personne. Là, vous vous retrouvez 1 pour 1, voire peut-être 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, en fonction des enfants que vous avez. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup plus condensé. Tout simplement parce que on travaille plus et plus efficacement en étant 1 pour 1 ou maximum, allez, une dizaine d'enfants. Mais voilà. Ils vont apprendre beaucoup plus rapidement. En IEF, on apprend beaucoup plus rapidement les choses, tout simplement parce que si les enfants en IEF étaient 6 heures sur leur cahier, ils auraient un niveau CM2 alors qu'ils seraient en CP. C'est pas le but non plus, mais on apprend beaucoup plus vite en IEF, tout simplement parce qu'en fait, on a cette disponibilité en tant que parent de pouvoir tout expliquer en cas de problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser réfléchir pendant 2 heures. On va être là à les accompagner et au moindre questionnement, on va pouvoir leur répondre. Et ça, du coup, c'est un des avantages. Donc, ne pensez pas que vous allez leur faire 6 heures ou bien... ça va être vraiment très très intense pour eux si c'est le cas. 6 heures d'école à la maison, c'est vraiment très 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 intense et ils vont vite fatiguer. N'hésitez pas à faire attention à les observer, les signes de fatigue. À partir du moment où il y a des signes de fatigue, l'apprentissage est stoppé. Il y a plus ça ne rentre plus et c'est tout ce qui est inutile du coup. Parce que tout ce qu'il va apprendre, tout ce qu'il va lire, on pourra le revoir le lendemain et ça ne sera pas intégré en fait. Donc n'hésitez pas à bien regarder les bâillements, je me tiens la tête, je regarde ailleurs, je suis dispersée, je suis déconcentrée. Et puis après, il y a aussi des enfants qui vont avoir une concentration extrême pendant 2 heures et des enfants qui vont avoir une concentration extrême que pendant 1 heure ou 30 minutes. Ça dépend aussi énormément de l'âge de votre enfant. Ne demandez pas à un enfant de 3 ans d'être concentré pendant 2 heures, ça va être hyper compliqué. N'hésitez pas à faire des pauses, 30 minutes, on fait une pause, on va boire un verre, une tisane, machin truc, on revient, on se remet à table, on fait une pause toilette, Voilà, il y a aussi cette liberté de pouvoir bouger de sa chaise et les apprentissages sont aussi beaucoup plus efficaces dans le mouvement. Donc n'hésitez pas à les laisser bouger, c'est pas parce qu'il se lève 2 fois pour la toilette qu'il n'apprend pas correctement sa leçon. Ensuite, surtout lâchez prise, ne vous mettez pas de pression parce que vous n'êtes pas dans les conditions d'école à la maison. C'est-à-dire que l'école à la maison, ça se prévoit à l'année. Surtout, un des conseils que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas vous mettre de pression. C'est sur un très court laps de temps que vous allez faire école à la maison. La vie de votre enfant n'est pas en danger et surtout, il risque pas de perdre de son niveau en si peu de temps en tout cas. Voilà. Donc après avoir fait IEF, on mange généralement le repas du midi ensemble. Ensuite c'est l'heure de la sieste pour la dernière et donc là on entame un moment calme. Donc là c'est en ce moment même. On entame un moment calme. Excusez-moi, ça qui est là. On entame un moment calme où du coup soit c'est jeux de société, soit c'est lecture. Ça peut être aussi de temps en temps des reportages sur absolument tout ce qui peut les intéresser. Il y a les C'est pas sorcier qui sont super bien faits, je pense que tout le monde connaît. Il y a aussi d'autres reportages
super chouette. N'hésitez pas aussi, il y a tout ce qui est des supports pour apprendre l'anglais qui sont interactifs, donc ça nous avait été conseillé par l'inspecteur qui nous avait contrôlé l'année dernière. Il y avait Cocorolingua, c'est pour apprendre l'anglais avec des vidéos, c'est des enfants anglais qui parlent. Il y a aussi Speaky Planet pour apprendre du vocabulaire qui est super chouette. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'applications. Désolée pour Akela. Il y a beaucoup d'applications d'apprentissage qui sont hyper ludiques et qui peuvent aider les enfants. Après, je pense qu'il faut aussi voir par rapport à l'âge et contrôler le temps d'écran aussi en fonction de nos habitudes familiales. Voilà, nos habitudes de chacun. C'est très personnel le temps d'écran à la maison. Donc n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous faites aussi. Concernant les supports, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que j'utilisais comme support pour les enfants. Donc en fait, je me fournis sur la librairie des écoles, qui est un super site vraiment complet et il y a beaucoup de niveaux, ça va jusqu'au CM2, peut-être même 6e, 5e si je me trompe pas, je sais plus trop. Donc je vais vous montrer ce qu'on utilise et je vous mettrai les liens de là où on les a achetés. Donc on en a acheté un peu sur Amazon, un peu sur la librairie des écoles. Enfin, voilà, si ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire. Après, n'investissez pas des tonnes et des tonnes dans les cahiers, sachant qu'ils vont reprendre l'école. Investissez 1 ou 2 cahiers si vous voulez en complément de ce que vous pourriez faire, notamment pour les maternelles. Il me semble qu'il n'y a rien qui a été fourni en support. Il me semble qu'il n'y a rien qui a été fourni en support pour les maternelles, je suis pas sûre. Après, en maternelle, pas vraiment d'inquiétude à avoir, c'est de l'apprentissage qui se fait aussi au naturel, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer. Donc pour la lecture, on a des Samy et Julie, puis on a aussi ceux-là. C'est des spéciales dyslexie. Donc c'est des livres qui sont super chouettes de la gamme J'apprends à lire de Hachette. Alors Fifi, qu'est-ce que tu as à dire? Donc il y a 2 Disney dans celui-là par exemple. Il y a le Vaiana et le livre de la jungle. Et en fait le spécial 10, il est fait en fonction. Donc c'est-à-dire qu'ils vont mettre tous les sons en rouge. Donc le et, ils vont le mettre en violet. Le ou, ils vont mettre en rouge. Voilà, et ça rime à chaque fois avec la couleur. Il y a aussi le fait que les mots soient plus espacés et les images sont plus grandes aussi. Donc là c'est un niveau 1. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour les enfants dyslexiques de lire ce genre de cahier. Bon, alors après, ils font aussi les non dyslexiques, hein, bien sûr. Ils font aussi les Disney sur plusieurs niveaux. Les Samy et Julie qui sont super chouettes avec des super histoires pour tout ce qui est CP, CE1. Ensuite, au-delà de ça, il y a plein d'autres livres que vous pouvez prendre en fonction des enfants. Nous aussi, on fait de la lecture collective, c'est-à-dire qu'on lit ensemble. Les enfants lisent une phrase, moi je lis une phrase, etc. Comme chaque enfant est vraiment différent, après moi je les connais, je sais ce qui va plus les attirer que l'un que l'autre, mais ensuite il y a quand même des grandes lignes qui se rejoignent. Par exemple, pour Agathe, on a le bled, grande section jusqu'au CP. Donc c'est encore limite par rapport à son niveau puisqu'elle est en grande section et qu'elle n'a pas encore tout fini le programme. Mais il est vraiment complet et il est surtout imagé à la méthode Montessori. Et quand je dis la méthode Montessori, ça reste quand même assez vaste. Par exemple, là, le 12, on demande de repasser le doigt sur le 12. Après, moi, je complète avec des supports à la maison. Vous pouvez aussi faire tracer dans du sable les lettres ou les chiffres, etc. Et ça, c'est super chouette. Donc, le bled, je pense qu'il y a plusieurs niveaux en plus qui sont vraiment chouettes. Ensuite, il y a les Kumon. Donc là, il y en a plusieurs. Donc là, c'est pour apprendre à dessiner et c'est super chouette pour la motricité des enfants. Il y a vraiment plein de dessins. La motricité aussi, le graphisme. Il y a la représentation de l'espace, la logique, des genres de labyrinthes. On dit, voilà,
on part de tel endroit, il faut qu'on arrive à tel endroit, mais avant ça, il faut passer par là, par là, par là, par là. Donc ça aide pas mal les enfants. Donc j'en ai plein d'autres, il y a les labyrinthes, enfin il y en a vraiment énormément de cette gamme-là qui sont vraiment chouettes pour les grandes sections. Ensuite, on a les petits Montessori. Alors ça, c'est un des cahiers phares qu'on a à la maison. J'en ai pour les grands, j'en ai pour les plus petits. Là, celui que j'ai pris en exemple, c'est le temps. Donc voilà, on a pas mal de choses dans ce style-là dedans. Voilà. Qui sont vraiment chouettes pour les enfants. Donc ça parle de l'heure, ça parle des saisons, ça parle des mois, ça parle des jours de la semaine, etc. Tout ça sous forme de jeu. Donc les petits Montessori sont vraiment chouettes. Ils ont vraiment plein de sujets. Alors je ne sais pas si j'en ai là sous la main. Là j'en ai un autre. Par exemple c'est l'anglais tome 1 qu'on fait avec les garçons. Mais il y a vraiment plein de choses. Il y a l'orthographe, le français. Il y a énormément de sujets sur les petits Montessori. Donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite, on utilise celui-ci de la librairie des écoles. Alors c'est pareil, on va partir sur des choses comme ça qui vont travailler le graphisme, en l'occurrence, par des jeux. On commence à rentrer dans l'écriture aussi, de plusieurs façons. Et vraiment ce cahier, je l'ai eu pour Hugo, je l'ai eu pour Agathe, et c'était vraiment... je pense un des meilleurs cahiers parce que je l'ai repris pour chaque enfant qui permettent d'appréhender l'écriture et donc là c'est une des premières pages sur les débuts de Agathe où on a commencé l'écriture tout doucement à dire qu'un D et un A ça fait da, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est grande section. En français ils vont pas plus loin, ils s'arrêtent à la grande section. Par contre en mathématiques c'est ce qu'on appelle la méthode Singapour qu'on utilise avec les enfants. La méthode Singapour, elle est vraiment très ludique et ils aiment beaucoup. Donc là, c'est la méthode Singapour en grande section. Je vous montrerai après celle des garçons pour les autres niveaux. Et en fait, ça fonctionne pareil, par jeu. Elle fait tous ses maths par jeu, en fait. Il y a du vent. Elle fait tous ses maths avec des petits jeux, etc. Et du coup, elle adore. Continuer des suites, coller des autocollants, dessiner, retracer. Voilà, et donc elle adore, en haut il est écrit fait avec de l'aide et fait sans aide. Et elle adore écrire qu'elle l'a fait sans aide, évidemment. Et voilà. Donc ça c'est pour certains cahiers d'Agathe. Après, dans la vie de tous les jours, on chante l'alphabet avec elle. On la fait compter en disant combien je sais pas moi par exemple, combien j'ai de stylos dans la main, etc. Dans la vie de tous les jours, on compte tout le temps, on fait des lettres tout le temps, ou bien ah tiens, dans papa, t'entends quel son, t'entends quelle lettre, etc. Enfin, voilà. Et en fait, on n'abuse pas non plus, parce qu'on va pas passer leur temps à les saouler avec ça non plus. Mais voilà, quand on voit qu'ils sont opérationnels pour répondre à ce genre de questions, on en profite un petit peu et puis on stimule un peu tout ça. Pour les garçons, je vais vous montrer pour le niveau de... J'ai Shadow qui vient me faire des câlins en même temps. Je vais vous montrer pour le niveau de Hugo. Donc on revient sur les Montessori, sur les cahiers Singapour en mathématiques qui sont super chouettes. Il y a Shadow qui va me faire tomber le trépied là. Qui sont super chouettes. Donc c'est pareil, tout est ludique. En fait là on a des divisions par exemple. Donc là par exemple il a fait ses divisions la dernière fois. Donc en fait je lui ai expliqué. Voilà, je lui ai dit tu divises. Bon, il avait déjà vu un peu les divisions Hugo. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a fait ses divisions. Soit il les a fait tête, soit il les a posées. On a déjà vu plusieurs fois avec lui comment poser des divisions. Et ensuite, je lui fournis une calculatrice seulement quand il a fini l'exercice pour qu'il vérifie si tous ses calculs sont bons. Et s'ils sont pas bons, il doit vérifier où a été faite l'erreur, par exemple. Donc là, il a écrit oui en dessous à chaque fois qu'il avait bon. Je lui avais pas demandé d'écrire oui. Je viens seulement de voir qu'il l'avait fait, en fait. Voilà. Donc il y a pour ce niveau-là. Ensuite, on a des problèmes.
les problèmes. On a des multiplications où on visualise. Voilà, là il y a autant d'escargots. Si on fait, par exemple, là il demande si on fait 4 paquets de 8, combien ça fait d'escargots en tout, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont assez ludiques et du coup je trouve que c'est assez facile. Il y a même des genres de coloriage, des coloriages. Là, vous voyez, on pose les divisions, on fait les divisions posées, etc. Donc ils sont vraiment vraiment chouettes. Donc là c'est le niveau CE2 que je vous montre. Là par exemple il avait fait des soustractions à 3 et 4 chiffres. Voilà. Donc là dans ces soustractions, le but était de trouver donc le résultat. Une fois qu'on avait le résultat, ça donnait droit à une lettre. Et cette lettre en fait formait un genre de message secret qui représentait un fruit. Et il devait trouver ce que c'était ce fruit. Et ça, il adore. C'est vraiment... c'est pas juste faire des soustractions pour dire de faire des soustractions. C'est faire des soustractions avec un but derrière. Et c'est vraiment ça qui est chouette dans ce manuel. Ensuite, il y a les petits Montessori qui reviennent encore avec plusieurs sujets au niveau scolaire. Et il y a aussi les petits devoirs, des cahiers qui s'appellent les petits devoirs. Donc là, c'est celui de grammaire, mais il y a aussi la géométrie, là par exemple. Voilà. Et c'est pareil, c'est assez ludique. On demande de colorier, on demande de souligner, on fait ça par forme de petits jeux. Donc c'est un peu plus formel quand même que le reste. Mais j'avoue qu'on n'est pas très formel non plus. On essaie de faire des choses qui soient dans l'amusement. Voilà, donc là par exemple on lui demande de trouver dans la liste l'intrus par rapport au déterminant démonstratif. Voilà. Donc en fait du coup là par exemple il y a les déterminants démonstratifs, les règles particulières du féminin, des noms. Il y a les règles particulières du pluriel des noms, l'adjectif qualificatif, enfin voilà, tout, pronom personnel, radical, là il y a tout sur la grammaire, mais en même temps c'est vu par petites leçons, donc c'est pas non plus rébarbatif, c'est pas non plus, on parle que de ça toute la journée. Généralement je leur fais faire une leçon, une ou deux leçons par semaine, et en fin de semaine, moi je revois avec eux en disant au fait, tu te rappelles déjà ce que c'est un adjectif qualificatif, on en discute, voilà. Ou un déterminant possessif. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est un déterminant possessif? On en reparle régulièrement. Ou bien quand il me parle la journée, je dis dans cette phrase par exemple, c'est lequel ton déterminant possessif? Voilà, parce que cette semaine on a fait cette leçon-là et que voilà. Mais comme je vous dis, on n'en parle pas non plus toute la journée. On va pas les saouler. On a le même style avec la géométrie. Là, c'était les angles. Il a fait les angles droits. Il y a la semaine dernière. Il y a les angles aigus, les angles obtus, il y a vraiment pas mal de trucs. En plus, vous voyez, il y a du graphisme aussi, un peu plus complexe. Voilà.